La présentation va se faire à deux voix avec Sophie Moisan du syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust. Alors là, il faut que tu viennes au début. Il faut que tu remontes tout en haut. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc le plan que je vous propose, c'est en 4 parties. D'une part, la situation du bassin versant de la Vilaine pour vous situer par rapport à votre bassin versant à vous. En deuxième temps, la partie que je présenterai des principes d'action pour lutter contre les pollutions diffuses, notamment agricoles, notamment nitrates et pesticides. On va se concentrer là-dessus. Troisièmement, un retour d'expérience donc de Sophie par rapport à un bassin versant, le grand bassin de l'Oust. Et puis enfin, on m'a demandé de rajouter des actions qu'on fait auprès des collectivités, notamment par rapport à la préservation des éléments des milieux naturels. Donc on peut y aller. Situation du bassin de la Vilaine. Alors le bassin versant de la Vilaine, vous êtes à 3800 km², à peu près 3900. Le grand bassin versant de la Vilaine, c'est 11 000 km². C'est 6 départements, 2 régions et 535 communes. Donc voilà. Et au niveau du nombre de masses d'eau, on est à 146 masses d'eau cours d'eau et 21 ou 25 masses d'eau plan d'eau. Et puis il y a masses d'eau côtière et masses d'eau de transition aussi à l'estuaire. Un peu comme vous, le PTB a pour mission d'animer le SAGE. Et pour les actions concrètes sur le terrain, les actions opérationnelles, c'est un réseau de bassins versants que j'anime avec une collègue. Et il y a 16 structures porteuses de réseau de bassins versants et pour 22 contrats territoriaux que vous voyez ici. Et donc la clé, déjà dès le SAGE de 2003, mais le SAGE 2015 a reconfirmé ça, la notion de subsidiarité, c'est-à-dire l'action au plus près du terrain par les opérateurs locaux. Sur l'état des masses d'eau, c'est pas mieux que chez vous. Donc vous voyez, on est simplement aujourd'hui dans l'état des masses d'eau de 2013, on est à 5%, 4% de bon état, et sinon l'état moyen, on est à peu près à 40%, et le reste c'est en état médiocre ou mauvais. Alors, les objectifs que s'est fixé le SAGE Vilaine par rapport aux pollutions diffuses. Alors, il y a un objectif de diminution des flux de nitrates parce que l'estuaire de la Vilaine, il est très sensible au bloom de phytoplancton, c'est un des secteurs les plus sensibles au niveau national. Et donc l'objectif que s'est fixé le SAGE Vilaine, c'est pas d'atteindre les 50 mg comme le demande la DCE, c'est plus ambitieux, c'est de faire une diminution des flux de nitrates de 20% arrivant à l'estuaire et qui se traduit par des objectifs territorialisés et exprimés en termes de concentration. Ce qui est en marron et en jaune vif, l'objectif c'est 40 mg, les autres c'est 35 mg. Ça c'est la problématique pesticides. On voit bien que sur toute la partie est, qui est plus sur schiste, le territoire est plus sensible aux pesticides. Et l'objectif par rapport aux pesticides, c'est d'atteindre les normes de qualité d'eau potable, c'est-à-dire 0,1 microgramme, ne pas dépasser 0,1 microgramme par molécule et 0,5 toutes molécules confondues. Alors, quelques principes et leviers d'action. Ça va être très illustré, ça va être des schémas, des blocs diagrammes. Et au passage, je remercie Wilfried Messier du syndicat du bassin versant de la ville de Saint-Brieuc qui a fait ces illustrations. Alors, tu peux les dérouler. Donc, d'abord, l'agriculture sur le bassin versant de la Vilaine, c'est 12 000 exploitations, 25 000 unités, donc 25 000 unités ETP, c'est 865 000 hectares, 1 million de bovins, 2,4 millions de porcs, et toute cette activité-là utilise 890 tonnes de substances actives à l'échelle de l'ensemble du bassin. Ça, c'est l'Observatoire d'achat des produits phytosanitaires qui nous le dit. Il y a des flux de nitrates qui arrivent en baie, qui était au début du SAGE un peu plus de 16 000 tonnes, maintenant on est à 14 000 tonnes, et ce qui correspond, parce que pour visualiser par rapport au public agricole, c'est important de visualiser ça, ça correspond à l'équivalent de 1400 camions de 30 tonnes de nitrate, d'ammonitrate, pardon, et soit 11 millions équivalent, 11 millions qui repartent à la mer, 11 millions d'euros. Donc c'est quelques points de vue. Alors les actions agricoles dans les bassins versants, contrairement à la région Pays de la Loire, ce qui a forgé le réseau de bassins versants en Bretagne, c'était les actions agricoles, les pollutions diffuses, avec le programme Bretagne au pur, qui date depuis très longtemps. Et en fait, les milieux aquatiques sont venus se rajouter après. Donc on a un historique qui est très différent. Le premier contrat a d'abord été signé par le ministre de l'Environnement à l'époque, sur le bassin versant d'Yvelines, sur le SMGBO. Donc les actions, c'est des actions qui sont volontaires, individuelles et collectives,
qui vise à assurer la viabilité économique des exploitations et limiter l'impact des polluants vers les masses d'eau cours d'eau. Et puis c'est surtout, la façon dont on communique, une opportunité d'action volontaire. C'est-à-dire on n'est pas dans le contractuel, on est dans des actions volontaires. Les principes d'action par rapport au nitrate, grosso modo, s'il y a 3 questions, c'est la quantité, c'est comment on l'utilise et où on l'utilise. Et les leviers d'action, les principaux leviers d'action, les 2 grands leviers d'action, c'est de limiter les fuites à la parcelle et d'augmenter le pouvoir épurateur du milieu, schématiquement. Maintenant, sous forme d'un diagramme, les principes d'action, vous avez ici le bassin versant. D'abord, d'une part, c'est de gérer les effluents au niveau des sièges d'exploitation. Juste pour illustrer ça, on est actuellement à faire un diagnostic sur un bassin versant qui s'appelle le bassin versant de la Seiche. La DDTM estime, compte tenu des regroupements d'exploitation, etc., qu'il y a à peu près 10% des sièges d'exploitation qui ne sont pas en conformité, qu'il y a des fuites directes dans les cours d'eau. Après, c'est la pratique de fertilisation. C'est là qu'il faut que tu cliques une deuxième fois pour les flèches. Donc là c'est d'améliorer les pratiques de fertilisation pour respecter la fertilisation équilibrée. Le 3e principe, c'est la reconquête des zones humides en tête de bassin, et notamment donc des gestions plus extensives. C'est de la préservation des zones humides dans les bas-fonds, avec le rôle épurateur qu'elles ont en particulier. De modifier les rotations, essayer d'allonger les rotations, d'avoir des gestions d'interculture qui sont conformes pour éviter les fuites de nitrate entre les intercultures, notamment en hiver. Et un effort particulier sur les parcelles drainées, parce que là on est en tête de bassin, enfin c'est souvent en tête de bassin que c'est drainé, et qu'il y a des efforts particuliers parce que les flux sont directs, la connexion entre les flux de la parcelle et le cours d'eau, ou le réseau hydrographique fonctionnel qui va plus loin que le cours d'eau, c'est tout ce qui est aussi les fossés drainants, directement, ça va directement vers le cours d'eau. Donc en combinant à la fois, en limitant les fuites à la parcelle, en augmentant le pouvoir épurateur du milieu, c'est la façon d'agir qui permet de limiter les fuites de nitrate. Ceci étant, ça peut, ça et là, remettre en cause les équilibres des systèmes d'exploitation pour aller vers des systèmes d'exploitation qui sont plus robustes. Au niveau des pesticides, alors là c'est pareil, vous avez la partie les parties des parcelles drainées où il y a des fuites qui sont directes vers le réseau hydrographique. Ensuite, vous avez la partie de ruissellement à partir d'une pente de plus de 3%, ça ruisselle. Ensuite, vous avez les zones humides où il y a un contact direct entre la nappe et les parcelles. Ensuite, vous avez la nappe proche des parcelles, c'est-à-dire vous êtes en bas de versant, et puis ici la nappe est à 40-50 cm, il y a des transferts verticaux qui se font. Et puis enfin, il y a la partie des protections aval qui sont fonctionnelles. On va voir ce que c'est protections aval fonctionnelles, c'est-à-dire qui limitent le ruissellement qui vient de la parcelle d'amont pour aller vers le cours d'eau. Alors, il y a, au niveau de la région de Bretagne, il y a avec l'INRA et la Chambre régionale d'agriculture, il y a eu tout un travail de fait pour mettre en place une méthode pour pouvoir caractériser le niveau de risque de transfert des produits phytosanitaires des parcelles vers le réseau hydrographique. Les critères qui sont pris en compte, c'est la partie zone humide ou pas, drainage ou pas, la pente, la longueur de la pente, la position de la parcelle dans le versant, la connexion réseau hydrographique fonctionnel. Donc le réseau hydrographique fonctionnel, ça va plus loin que le réseau hydrographique qu'on a sur l'hygiène ou même les inventaires cours d'eau qu'on va. C'est aussi des fossés qui, lors de crues, dégagent l'eau de la parcelle vers le réseau hydrographique. Et puis enfin, la présence de protections efficaces. Les protections efficaces, vous avez un système de notation qui varie en fonction, d'une part, de la distance au réseau hydrographique, de la pente et de la longueur de la pente. Il y a une note qui est attribuée, et en fonction de la note, par exemple, si je prends ici, donc une parcelle qui a moins de 20 mètres, qui a une pente entre 50 et 150 mètres, et qui a entre 20 et 200 mètres du cours d'eau, il faut une protection de niveau 2. Protection de niveau 2, c'est le dispositif en nerveux boisé de 10 mètres ou talus de ceinture de bas-fond. Donc c'est à chaque fois exprimé comme ça. Et donc quand on fait ce diagnostic-là, mais Sophie vous l'expliquera mieux que moi tout à l'heure, et ce sera illustré, je peux passer à la suivante. Il y a un classement qui est fait, en fait on va avec l'exploitant, on fait le tour de ses parcelles, on regarde le réseau hydrographique fonctionnel. C'est très pédagogique parce que l'agriculteur prend conscience du chemin de l'eau, pas du ruisseau, du chemin de l'eau. Et il se rend compte qu'il y a beaucoup de parcelles qui sont près d'un chemin de l'eau. Et en fait, il y a des parcelles qu'il considère comme étant très éloignées du réseau hydrographique, et en faisant ce travail-là, il se rend compte que c'est très proche, en fait.
Donc il y a un classement qui est fait, et il y a des préconisations qui sont faites en matière d'aménagement et de pratique, et donc il y a des propositions d'aménagement qui sont faites, tu peux cliquer après, j'espère que ça va marcher, voilà. Ce qui fait qu'on passe de la situation avant proposition d'aménagement à après proposition d'aménagement. Quand c'est rouge, le risque est fort, et jaune, c'est le risque est modéré. Maintenant, j'ai passé la parole à Sophie pour les parties concrètes sur le terrain. Donc bonjour à tous, donc Sophie Moisan. Moi je suis animatrice agricole sur le grand bassin de Loust et plus précisément sur le bassin versant de l'Yvel-Yvette qui a une problématique phosphore. Alors je vous représente un peu le contexte. Donc le grand bassin de Loust, c'est un quart du bassin de la Vilaine. C'est donc le territoire de Loust avec ses affluents, donc ça représente 7 bassins versants. On est répartis sur 122 communes, 3 départements. Ça représente à peu près 170 000 hectares et donc on a à peu près 3 000 agriculteurs présents sur le territoire. Donc là, je vous présente nos actions. Donc au niveau agricole, en fait, on va travailler sur des secteurs, des zones prioritaires, donc c'est-à-dire les zones qui sont les plus contributrices en polluants. Donc vous voyez que sur les différents bassins versants, donc on a différents enjeux. Donc sur le bassin versant de l'Yvel-Yvette, donc nord central, là on a une problématique phosphore. Donc c'est représenté en gris, ce qui est représenté en rose. Donc là, ce sont les territoires prioritaires à enjeu nitrate, et en jaune, les territoires prioritaires à enjeu phyto. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à nos actions. Donc nous réalisons auprès de nos agriculteurs des diagnostics phytosanitaires. Qui sont scindés en 3 parties. Donc, comme vous l'a présenté tout à l'heure, Gabriel, donc on fait un diagnostic terrain avec les exploitants, on fait également un bilan IFT et également des pratiques à la parcelle pour après donc proposer des solutions. Donc là, sur ce contrat-ci, donc 2014-2018, pour l'instant, on a réalisé 47 diagnostics. Donc vous voyez un petit peu sur la carte à droite, donc la répartition, c'est bien centré sur les zones prioritaires. Donc, suite à ces diagnostics, on peut proposer donc, des accompagnements sur 3 ans pour que les agriculteurs puissent mettre en place des actions pour améliorer. Donc, je ne vais pas faire le détail de tout, mais ils peuvent donc faire des actions sur ce qu'on appelle l'organisation paysagère, c'est-à-dire implanter du bocage, déplacer des entrées de champs, etc. Ils peuvent également s'engager sur une thématique qu'on dit pression, donc ça va être diminution de l'IFT, donc introduction du désherbage mécanique par exemple. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est noté? Ah non, c'est ça, je pensais que... Et donc sinon, alors je vais pas détailler tout, ça risque d'être long, voilà. Et donc sinon, ils peuvent également s'engager sur donc tout ce qui concerne la gestion de l'assolement, les techniques culturales, par exemple en allongeant leur rotation. Au niveau des actions collectives, donc, on va proposer sur le territoire des plateformes, des démonstrations. Donc là, pour les sites, les territoires à enjeu phyto, donc des plateformes sur le désherbage mécanique, sur des plateformes SIPAN, interculture courte ou des couverts longs. On met en place aussi des groupes d'agriculteurs, donc à peu près entre 10 et 20 agriculteurs, sur différentes thématiques, avec des agriculteurs qui sont plus ou moins avancés dans des techniques. Ça permet un bon échange en fait entre exploitants et c'est vraiment très intéressant. Et sinon, donc, on a proposé aussi un panel de MAE, donc, ce qui fait que sur les territoires donc AF, Nignan à enjeu phyto, donc on a 87 et 39 exploitants qui se sont engagés donc, dans différentes MAE.
Donc on propose également donc, du bocage hein, sur les territoires prioritaires. Donc là, on va passer rapidement. Voilà, donc sur les territoires qui nous concernent. Donc sur l'AF, on est à plus de 3 km là, sur 2 années d'animation. Le Nignan, un petit peu plus de 2. Sachant que sur le territoire donc, qui est en jaune à droite, nous n'avons pas la compétence pour animer le programme. C'est la communauté de communes donc, qui anime ce programme. Et là, sur ce territoire-là, nous sommes à presque 2 km de bocage implanté. Alors là, je ne vois pas très bien moi non plus. Là, j'ai fait en fait un petit bilan par rapport aux différentes actions qu'on propose. Donc, le ressenti des exploitants. Le ressenti positif, c'est que le fait de faire du terrain avec eux, ils prennent vraiment conscience en fait des risques qu'il y a sur leur parcellaire. Il y a le fait de passer une matinée, une journée avec eux sur le terrain, il y a quand même une relation de confiance qui se met en place avec eux. Il n'y a pas d'obligation, c'est pris en charge à 100%. Ils sont très satisfaits également de l'accompagnement suite au diagnostic. Alors les points négatifs, c'est que c'est quelque chose qui est quand même chronophage, ça leur prend du temps. Ils sont quand même très sollicités aussi hein, par tous les organismes qui vont graviter autour d'eux. Et un petit point négatif aussi, c'est qu'ils trouvent que les critères que vous a présenté Gabriel tout à l'heure sont un peu contraignants. Voilà. Donc au niveau des actions collectives, on propose beaucoup de thématiques d'action. Sous formats différents, que ce soit des groupes, des plateformes, des démonstrations, des réunions. On fait intervenir beaucoup de monde, donc que ce soit la Chambre d'agriculture, des coopératives, GAB, CIVAM, etc. Quand on organise des manifestations avec nos partenaires, il y a quand même une forte mobilisation. Et on essaye, nous aussi, d'être relais d'information par rapport à ce que tous nos partenaires peuvent réaliser. Et donc ça, c'est vraiment apprécié. Par contre, comme on ne va pas forcément avoir de calendrier d'action annuel, on peut avoir des doublons dans les différentes thématiques. Donc nous, on peut proposer par exemple des plateformes sur les couverts végétaux. À côté, la Chambre d'agriculture peut en proposer aussi. C'est dommage, tous ces doublons-là. Par rapport au bocage, le point positif, c'est qu'on s'adapte par rapport à la demande du terrain, notamment par rapport au talus. C'est vrai que les talus, les exploitants sont un petit peu réticents quand on leur propose un talus de 80 cm de haut, ça fait un peu peur. Le fait de faire un talus billon à la charrue forestière, donc c'est une grosse charrue qui repasse 5-6 fois, ça fait un talus un peu plus petit mais qui est tout aussi efficace. Voilà. Par contre, par rapport au bocage, c'est que ça fait une surcharge encore de travail par rapport à l'entretien. Donc ça, c'est le ressenti des agriculteurs. Les freins au changement. Il y en a qui vont être un peu freinés par rapport à mettre en place des nouvelles actions, par rapport au contexte économique, par rapport au foncier, par rapport aux capacités d'investissement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux charges de travail, quand on leur propose aussi, par exemple, d'allonger leur rotation, on a un manque de débouchés par rapport à l'introduction de nouvelles cultures, comme par exemple le sarrasin. Donc là, c'est le ressenti de nous, structure de bassin versant. Donc par rapport au diagnostic, c'est un diagnostic terrain, donc ça c'est important parce que c'est pas sur le papier et vraiment ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que
on a vraiment une relation de confiance qui se met en place avec l'agriculteur parce qu'effectivement, on est sur le terrain avec eux, on fait le diagnostic, mais on ne parle pas que de ça, on parle d'une multitude de choses. Suite au diagnostic, on a remarqué donc, un surcroît d'investissement de la part des CUMA, de la part des ETA par rapport au matériel de désherbage mécanique. C'est des choses qu'on n'avait pas avant. Il y a 5 ans, on n'avait pas ce matériel-là à disposition sur les territoires prioritaires. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même un investissement de la part, parce qu'il y a une demande en fait, donc c'est que ça fonctionne. Par contre, les points négatifs, c'est qu'on est concentré en zone prioritaire. Il y a des exploitants qui, hors zone prioritaire, qui seraient moteurs pour mettre en place des choses, qui seraient vraiment intéressés, qui pourraient avancer, mais on ne peut pas y aller. Au niveau moyen humain, on est quand même limité. Les diagnostics sont quand même aussi très chronophages pour nous parce que on a 3 jours pour le réaliser, mais quand on va faire un diagnostic chez un exploitant qui a 200 hectares, déjà la partie terrain nous prend beaucoup de temps. Donc en ce qui concerne la méthodologie du diagnostic de parcelle à risque, donc nous on est dans un contrat là 2014-2018, on a été formé pour la méthodologie en mars 2015, ce qui fait qu'on a eu un retard par rapport à la réalisation de nos diagnostics. Et pareil, ces diagnostics, on ne peut pas les réaliser pendant la période estivale puisqu'il faut que l'on voit l'eau qui circule dans les fossés circulants. Voilà. Par rapport aux actions collectives, donc les thématiques de groupe, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'échanges et on se rend compte que les agriculteurs sont vraiment intéressés et ça fonctionne parce qu'ils se recontactent après entre eux. Donc voilà, donc c'est pareil. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment restreint aux zones prioritaires. Et on est vraiment restreint aussi à la thématique du bassin versant. Par exemple, moi sur mon bassin versant, j'ai une problématique phosphore. J'aurais un groupe qui serait intéressé par une problématique phyto. Enfin, phyto encore, ça peut le passer, mais nitrate, c'est compliqué de mettre en place ce type d'action. Donc on est un peu restreint par rapport à nos enjeux. Par rapport au bocage, les points positifs, c'est que on fait un diagnostic bocage à l'échelle de l'exploitation, donc c'est quelque chose qui est vraiment cohérent. Par contre, c'est chronophage et c'est pareil, c'est toujours ciblé sur les territoires. Voilà, et puis sinon, oui, on a des exploitants pas mal, il y a un quart des projets engagés qui ont été annulés parce que donc, les exploitants étaient motivés pour créer des talus, des haies. Par contre, ils n'avaient pas l'accord de leur propriétaire. Voilà, donc ça c'est un gros frein. Voilà. Alors on va poursuivre et terminer par les actions auprès des collectivités. Donc il y a 3 actions. La charte d'entretien des espaces communaux, je vais juste vous faire un rappel d'un élu, le maire de Guillac, qui avait témoigné à la commission locale de l'eau sur comment ils sont passés au zéro phyto, les différentes étapes. Donc je me suis appuyé sur ce qu'il a proposé, donc tu peux dérouler à la suite après. Donc la loi Labbé, bon, vous la connaissez, on va passer. Ici, au niveau de la Bretagne, comme en Pays de la Loire, je crois qu'il y a une charte d'entretien des espaces communaux. Au niveau de la Bretagne, il y a aussi, avec 5 niveaux. Et la loi Labbé correspond entre le niveau 3 et le niveau 4. Quoi. L'objectif du SAGE Vilaine à l'époque de 2015, c'était que les communes atteignent le niveau 3. Donc on est déjà un peu en dehors des clous par rapport à la réglementation a été plus vite que ce que le SAGE demandait. Sur le bassin versant le grand bassin versant de l'Oust, tout ce qui est en violet, c'est ceux qui sont au niveau 3. Donc vous voyez qu'il y a une grande partie qui est en niveau 3, mais pour arriver au niveau 4 et notamment au niveau 5, le zéro phyto, il y a moins de monde aujourd'hui. Alors on va faire les grandes étapes de la commune de Guillac. Alors voilà, donc c'est une commune qui... alors, c'est passé avant, alors quand il racontait ça, en fait,
ce qui a déclenché l'évolution de la commune pour passer au zéro phyto, c'est lors des nouvelles élections. Il y avait une femme dans le conseil municipal qui a dit les phytos on en met trop, etc. Et du coup, ça a convaincu tout le monde pour tenter de la réduire. Et donc ça a été le déclic, quoi. Et donc ils sont au départ dans les années 2000, ils faisaient 2 passages de phyto, les emballages de produits étaient brûlés, et l'entretien du terrain de foot se faisait par un agriculteur. Donc c'était les pratiques de l'époque. Et il me racontait comment il désherbaient aussi les poteaux pour les communes, hein, où la commune est annoncée, ils mettaient dessus aussi pour que ça soit bien propre. En 2003, ils ont fait le plan de désherbage communaux qui était proposé par le GBO, je pense, hein, qui était proposé par ça. Pour voir alors, le plan de désherbage communaux, vous connaissez peut-être ça, ça permet de voir les zones à risque, et donc il y a des pratiques qui sont adaptées à ce niveau-là. En 2007, le début des techniques alternatives. En 2008, plus d'applications sur les surfaces perméables et plus sur le terrain de foot et le cimetière. Sur le terrain de foot et le cimetière. Et puis en 2011, signature de la charte régionale, et ils sont passés au zéro phyto en 2012. Et la performance, c'est qu'ils y sont encore. Parce que la difficulté, c'est qu'il y en a beaucoup qui passent au zéro phyto, mais qui reviennent. Et eux, ils y sont encore. Alors, dans la poursuite, on va passer très rapidement, ils ont fait un plan de gestion différencié qui était proposé par le GBO. Donc, ils ont été bien accompagnés par la structure locale par rapport à ça. Et ils ont eu un produit zéro phyto parce que dans la durée, ils ont tenu 5 ans. Ils ont eu un prix spécial pour ça. Maintenant, concernant la protection des milieux dans les documents d'urbanisme. Alors, dans le SAGE de Vilaine, mais comme peut-être chez vous aussi, il est demandé d'inventorier les cours d'eau, de les inscrire dans les documents d'urbanisme, d'inventorier les zones humides, de les inscrire dans les documents d'urbanisme, d'inventorier le bocage, de l'inscrire dans les documents d'urbanisme. Et pour ces 3 éléments du milieu, le principe éviter, réduire, compenser, il est inscrit dans le SAGE. Les inventaires cours d'eau, alors vous avez la carte ici, il y a une méthodologie, il y a un cahier des charges qui a été validé, il y a déjà, même dans le SAGE 2003, il était déjà validé. Et quand on prend les cours d'eau de la BD topo de l'IGN, ce qui est en bleu, ce qui est en vert, c'est ce qui est rajouté, ce qui est en rouge, c'est ce qui est enlevé. Et donc là, grosso modo, il y a 15 à 20% de cours d'eau qui sont rajoutés. Le fait de faire ces inventaires cours d'eau-là, qui sont faits à l'échelle des bassins versants hydrologiques, qui sont validés par un comité de pilotage et validés par la clé, ça nous permet après de déterminer les territoires d'emprise des têtes de bassins versants, qui vont être des enjeux de demain, et sur lesquels je sais que vous travaillez avec l'IAV. Le PTB Vilaine. Les inventaires zones humides. Alors les inventaires zones humides, le SAGE Vilaine a été un des premiers, je crois que c'était le premier SAGE qui a demandé d'inscrire les inventaires zones humides dans les documents d'urbanisme. Et ça a été fait à l'époque, mais c'était avant la réglementation de 2008. Donc l'aspect pédologique, le critère pédologique n'était pas pris en compte, il a été repris en compte. Et du coup, du fait du SDAGE de 2000, celui qui est en cours, et le SDAGE demande aux commissions locales de l'eau d'avoir la responsabilité de la qualité des inventaires qui sont faits. Donc on a été obligé de réévaluer tous les inventaires qui avaient été faits, et donc de les requalifier. Et là, on arrive quasiment au terme de la processus où l'ensemble des inventaires vont être validés. Les inventaires zones humides. Et puis enfin, le bocage, qui est quelque chose qui est assez récent, c'est pareil, les inventaires zones humides, il y a un cahier des charges qui a été validé par la clé, qui est transmis au bureau d'études. Et l'inventaire zone humide, on vient de terminer un guide bocage pour comment faire l'inventaire zone humide, où on propose dans l'inventaire d'inventorier l'ensemble du bocage et de protéger l'ensemble du bocage, non pas selon la loi EPC, mais selon la loi paysage. Et de créer à l'échelle locale un groupe communal bocage, de façon à ce que s'il y a un exploitant qui veut déplacer un talus, il puisse valider la pertinence ou pas de ce déplacement-là. Et au final, dans le lien, parce qu'on va reparler tout à l'heure du renforcement du lien entre les enjeux eau et d'aménagement du territoire, on fournit des cartes comme ça au bureau d'études à l'échelle des SCOT ou à l'échelle des communes, et du coup ça prédessine un peu la trame verte et bleue à l'échelle communale. Alors ça, je crois que j'en ai fini. Maintenant, le dernier point, et ça en 3 minutes, ça va le faire. Renforcer le lien entre l'eau et l'aménagement du territoire. Alors tu peux, vas-y. Alors dans le SAGE qui fait à peu près un peu plus de 200 dispositions, il y en a quand même 44 qui concernent l'aménagement du territoire. Donc il y a un lien très fort entre ces dispositions-là, les différentes thématiques, zones humides, etc. Ce qu'on a fait, quand on a fait le SAGE, on s'est rendu compte qu'il y avait le monde de l'urbanisme, avec les porteurs de PLUI et les porteurs de SCOT, où c'est une collaboration qui est permanente. Il y a le monde
de l'eau, il y a le monde de l'eau de l'autre côté, entre les opérateurs locaux de bassin versant, les communes, les porteurs de contrats territoriaux, et puis le PTB qui est porteur d'usage et une collaboration qui est pertinente. Par contre, en transversal, c'est plus compliqué à collaborer. Donc depuis le nouveau SAGE, parce qu'on a des dispositions qui sont précises là-dedans, on a réuni une fois tous les chargés de mission des SCOT, parce que sur l'ensemble du bassin versant de la Vienne, il y a une quinzaine de SCOT, pour pouvoir renforcer ça. Et c'est ce qui fait maintenant, on fait des notes d'enjeu pour chacun des SCOT. Je ne vais pas lire le détail de ça, mais on donne des notes d'enjeu par rapport aux thématiques, et on intervient. Et généralement, on organise et on demande à la structure porteuse du SCOT d'organiser une réunion spécifique eau avec les animateurs de bassin versant locaux, le PTB, et puis le document de SAGE entre le fond. Je vous remercie.